Bonjour à tous. Alors, au sommaire de cette vidéo qui, je vous le rappelle, est un petit fil d'information par rapport à l'évolution de la situation sur la transition de mon village. Alors là, j'ai décidé de marcher parce que je me suis dit, bon, quand je fais un enregistrement d'une vingtaine de minutes, le fait de marcher en même temps, ça permet de conserver un petit peu de santé. C'est bon la marche. Bon, voilà. Alors donc, j'ai une petite information qui est intéressante que j'ai glanée au fil de mes alertes que je reçois. C'est qu'il y a actuellement un groupe de chercheurs qui ont mis en évidence qu'il était possible de régler le problème du réchauffement climatique d'une façon très simple. Simplement en plantant des arbres. Alors le problème, c'est qu'il faudrait en planter beaucoup. Sur la planète aujourd'hui, pour compenser ce qui a été perdu lors des 10 dernières années, il faudrait planter quelques 130 millions d'hectares, ce qui représente 1,3 km², c'est-à-dire c'est la taille du Pérou, donc ça semble pas non plus... Enfin si, c'est important, hein, bien sûr, mais s'il fallait replanter ça avec une volonté internationale très marquée, hein, il ne faudrait pas que, comme lors de la COP 21, où on a résolu la COP en disant non pas nous devons, mais nous devrions, hein, ce sont ces deux lettres sur ce simple mot qui ont changé un petit peu la face du monde, quelque part. Deux lettres entre nous devons et nous devrions, voilà. Donc nous devons, hein, et non pas nous devrions, replanter des arbres, et il faut en planter beaucoup. Alors les chercheurs ont mis en évidence qu'il faudrait, sur l'ensemble de la planète, planter 900 millions d'hectares supplémentaires. Et là, le fait effectivement qu'un arbre soit planté, bon, il faut un peu de temps, hein, parce que il y a deux meilleurs moments où on peut planter un arbre. Deux meilleurs moments. Le premier des meilleurs moments, c'était il y a 20 ans. Et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Mais seulement le premier moment, il est passé depuis très longtemps. Donc déjà, on a un petit peu de retard, mais bon, en tout cas, mieux vaut tard que jamais. Donc le fait de planter des arbres maintenant, ce serait quand même une bonne chose. À partir de là, si nous devions planter ces 900 millions d'hectares, alors j'ai fait un petit calcul parce que le calcul n'était pas mis en évidence sur le site, ou en tout cas sur le rapport qui a été proposé par ces chercheurs qui travaillent sur Zurich de mémoire. C'est qu'il faudrait en planter à peu près une vingtaine d'arbres par an et par personne sur la planète. On est 7 milliards, donc ça ne représente pas non plus comme ça sur le papier un effort titanesque, 20 par personne. Bon, si on enlève les enfants qui ne peuvent pas le faire et puis les personnes âgées qui ne peuvent plus le faire, allez, on enlève peut-être 2/3 de l'humanité qui ne pourrait pas le faire, ça fait un tiers qui pourrait le faire, ce qui ferait non pas 20 arbres par an et par personne, mais 60. Ça reste encore quelque chose de réalisable. D'où l'intérêt d'ailleurs de faire ce qu'on a proposé dans le cadre des ateliers sur mon village, de faire là dans quelques semaines un atelier sur le bouturage. Donc on va avoir l'occasion de parler de tout ça, bien sûr. Alors où est-ce qu'on en est de la transition sur mon village? Bon, pour l'instant ça n'avance pas très fort en raison des vacances. Chacun est occupé à des occupations diverses et variées. Et puis, mais quand même, il y a une personne nouvelle qui a rejoint le groupe, en tout cas je l'espère. Bien entendu, il va falloir que nous organisions une réunion en conséquence et qu'à partir de là, il puisse y avoir en fait la définition d'un objectif commun qui soit basé sur l'objectif de la transition, bien entendu. Donc voilà, à partir de là aussi, il est possible que on ait, bon pas des renforts, c'est pas ça, mais enfin en tout cas, j'ai appris qu'il y avait une autre liste qui se montait sur mon village. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à ma connaissance et à ce jour, il y aurait 3 listes. Alors la première liste représentée par un des successeurs du maire actuel,
C'est la liste, on va dire, institutionnelle qui a les plus grandes fortes chances de gagner parce que le bilan du maire actuel est très bon. Effectivement, il a réussi, dans le cadre de la gestion telle qu'on peut la considérer comme bonne aujourd'hui, il a réussi à faire de son village, un village agréable à vivre avec les services. Il est vrai que lors d'une réunion il y a quelques jours à laquelle je participais, le maire rappelait qu'il a connu le village où il n'y avait pas possibilité de prendre un café. Le village était pratiquement mort. Et ça, il n'y a pas très très longtemps. Donc il a réussi à faire revivre le village, ce qui n'est pas forcément facile dans le cadre de la situation sociale d'aujourd'hui, puisque les gens ont tendance plutôt à aller vers les villes plutôt que de rester à la campagne, pour des raisons évidentes économiques et autres, quoi. Donc le fait est que le bilan est bon et donc normalement une majorité de personnes devraient s'orienter vers cette liste entre guillemets représentée par le successeur éventuel du maire. Bon, pour autant, bon, je l'espère, la liste qui sera conduite non pas par moi, puisque l'idée, comme je vous le rappelle, c'est de désigner à un moment ou à un autre la personne qui sera jugée comme étant celle qui est la mieux à même de faire le maximum, en fait, parce que même si ce serait un petit peu illusoire de penser qu'une liste comme ça puisse l'emporter. En tout cas, l'idée c'est d'avoir un minimum pour avoir un minimum de sièges et participer à l'animation et à la gestion du village. Voilà, à partir de là, donc j'ai appris qu'il y avait une troisième liste qui était en cours de constitution. Je connais maintenant le nom de la personne qui est... alors maintenant je vais prendre contact, je vais essayer de voir si c'est une ambition personnelle, si éventuellement c'est une ambition pour le village au-delà de l'ambition personnelle. On va essayer de voir s'il n'y a pas possibilité d'avoir des rapprochements entre les listes, sachant que bien entendu l'idée de la liste de transition, c'est qu'il n'y ait pas une tête de liste, mais un travail collectif ensemble pendant quelques mois, et à l'issue de ce travail collectif, on mesurera les efforts développés par les uns et les autres, et puis l'ensemble de la liste, au regard des résultats enregistrés, désignera la personne, on va dire, le ou la personne qui sera jugée comme étant la plus à même de diriger la liste. Voilà. Alors à partir de là, et en parallèle, parce que même si cette action, on va dire, politique, dans le cadre d'un objectif pour les prochaines municipales, elle est très très localisée sur mon village, mais on a une action à travers l'association Copté. On a une action sur l'ensemble des communes avoisinantes. Il y a une dizaine de communes autour du bourg-centre, du village où je suis, qui représente 1000 habitants, et l'ensemble des communes représentent environ 5000 habitants. Donc ce sont des petits villages, mais pour autant ils ont leur importance, parce qu'ils sont plus nombreux quand on les regroupe que les habitants du bourg-centre. Et donc l'idée c'est d'organiser, pour pouvoir à la fois communiquer, sensibiliser les personnes et puis surtout les informer. L'idée c'est d'organiser des petites conférences dans chacun des villages. Alors, l'idée aussi au départ c'était d'éviter de tomber dans le catastrophisme, parce que bien souvent malheureusement la situation, les chiffres, les événements qui se produisent tout autour de nous et les résultats constatés font que le catastrophisme est un lieu commun et qui peut effectivement bloquer certaines personnes, même si, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, la peur peut faire bouger, comme je disais, si dans un champ vous arrivez, il y a un taureau qui est menaçant, vous allez très vite trouver la sortie, et donc l'action va précéder la pensée et vous amener à trouver des solutions rapidement. Pour autant, puisqu'on n'a pas actuellement ces solutions, on va... Enfin, des solutions, si, il y en a, mais en tout cas, on n'a pas la mobilisation, plus exactement, des personnes qui seraient
directement concernés, hein, puisque tout le monde est concerné. Mais aujourd'hui, la mobilisation, elle est loin d'être générale. Donc on va essayer d'organiser ces conférences et on va faire ce qu'on appelle des conférences gesticulées. C'est-à-dire que l'idée, c'est de proposer aux différents villages de nous accueillir et de nous proposer un soir une salle pour que cette conférence gesticulée soit proposée aux villageois et qu'on puisse ensuite, à partir de cette conférence gesticulée qui se veut humoristique, alors j'ai commencé déjà à la rédiger, j'ai pratiquement terminé d'ailleurs, et donc elle durera un petit peu plus d'1 heure, et l'idée c'est que cette conférence soit en trois étapes. Il y aura une première étape de présentation de la situation, état des lieux, avec l'objectif de faire sourire. Allez, je me suis fixé l'objectif de déclencher un sourire. Bon, je ne veux pas parler de rire parce que j'ai peut-être pas forcément le talent des humoristes pour y parvenir, mais en tout cas, l'objectif c'est de faire sourire. Pratiquement, l'objectif c'est de faire sourire toutes les 15 secondes. Voilà. Donc, je ne vais pas m'amuser là comme ça à le faire, mais en tout cas, c'est l'objectif. À partir de là, on passera. Une fois que la présentation de l'état des lieux sera faite, on passera à une présentation des scénarios possibles. Et puis une fois que les scénarios sont présentés, on passera à la présentation des solutions. Là, on restera un petit peu plus dans le sérieux, c'est-à-dire que l'idée c'est de mettre l'humour un petit peu de côté pour travailler sur les solutions et surtout proposer aux participants de faire ce qu'on appelle une votation, c'est-à-dire que les uns et les autres auront tous un petit carton jaune, non, un petit carton vert et un petit carton rouge. Et l'idée, c'est que pour toutes les propositions qui seront faites tout au long de cette conférence, eh bien, chacun pourra voter pour ou contre. Hein, si c'est rouge, c'est contre. Si c'est vert, c'est pour. En espérant, bien entendu, que la majorité des idées seront on va être plébiscitées, quoi. Voilà. Alors. Aussi une autre petite information, bon là c'est plus personnel, mais en même temps ça touchera indirectement le village et la communauté de communes, parce que une des villes les plus proches de l'endroit où on est, c'est Villeneuve-sur-Lot. Donc voilà, Villeneuve-sur-Lot vous connaissez, de l'autre côté c'est Agen. Et à Villeneuve-sur-Lot, il y a chaque année un salon vert qui s'appelle Horizon Vert. C'est un salon qui existe depuis très longtemps. Et chaque année, il y a une exposition à la fois des professionnels qui proposent des solutions écologiques, et puis il y a tout un ensemble d'ateliers, de démonstrations, etc. Et la responsable de ce salon, ou une des responsables en tout cas, m'a proposé de à la fois faire une petite conférence, une petite présentation, on va dire, sur la spiruline. Donc la spiruline, c'est... si vous ne le savez pas, c'est considéré aujourd'hui comme le plus ancien des futurs aliments. Et l'objectif, ça sera de présenter les bienfaits et puis surtout les possibilités de production familiale, comme j'ai commencé à le faire. Et puis je serai accompagné par une professionnelle qui s'appelle la spiruline des Frangines, qui est près de Marmande, c'est une ville aussi dans le Lot-et-Garonne, et qui a une production, c'est une professionnelle, donc elle a une surface sous serre quand même relativement importante, même si de toute façon elle ne verrait pas des concurrents arriver avec un regard, on va dire, qui ne serait pas complice, parce que bien au contraire, parce qu'aujourd'hui on manque de spiruline en France, la production ne cesse de progresser, mais la consommation aussi, hein, parce que les bienfaits sont de plus en plus démontrés, et le fait est qu'aujourd'hui, ce sont encore et une fois les Chinois qui, avec une production, alors je ne vais pas vous donner les chiffres parce que je ne les ai pas en tête, mais qui est incroyablement supérieure à ce que l'on produit nous en France, et donc on importe plus que ce que l'on produit sur place, qui est quand même un comble, parce qu'on devrait pouvoir arriver à avoir des producteurs locaux, d'autant qu'aujourd'hui vous avez beaucoup d'exploitants agricoles, on va dire, qui sont dans la grande difficulté, qui pour vivre sont obligés d'avoir des subventions, etc., alors que
tous les producteurs de spiruline aujourd'hui sont en développement et n'ont pas besoin de subventions. Et ils gagnent correctement leur vie, quoi. En fait, le but est quand même au final à ce niveau-là. Donc je vais faire donc à ce salon Horizon Vert une petite présentation de la spiruline, et puis un petit peu plus tard dans l'après-midi du dimanche, je vais faire une présentation de, des micro-éléments efficaces, et puis aussi du compostage avec le lombricomposteur, et voilà. Donc ça sera une autre façon, disons, de faire connaître les différentes solutions. Enfin, même si ça fait partie des petites solutions un petit peu marginales, hein. C'est vrai que quand je repense à... J'ai eu une discussion avec le maire de mon village il y a quelques jours, où il me demandait où en étaient les bocaux, enfin l'armoire à bocaux, et je lui disais qu'elle fait sa vie, et je suis passé hier, et fatalité, il y avait pratiquement plus de bocaux, ce qui signifie qu'en fait, il y a plus de personnes qui aujourd'hui se servent que de personnes qui amènent des bocaux qu'ils n'utilisent pas. Comme quoi, il y a plus de personnes qui sont à la recherche, ou alors tout le monde n'est pas encore bien sûr informé, ça c'est possible, mais en tout cas, aujourd'hui ça fonctionne, c'est une affaire qui roule et c'est très bien. Alors, une petite remarque que je me suis fait aussi en passant, c'est que là, vous avez peut-être vu dans le champ où je suis, là, regardez derrière moi, il y a pas mal de meules de foin. En fait, ces meules sont destinées à être, entre guillemets, exportées, parce que quand je circule dans le Lot-et-Garonne, il y a énormément de champs avec ces meules de foin. Par contre, je vois très rarement des vaches, hein, puisque ces meules de foin sont destinées à être... la nourriture pour les vaches, les chèvres, les moutons, etc. Mais la grande majorité de ces champs sont en fait exploités pour faire ce foin, mais pas pour nourrir les vaches. Donc elles seront exportées, ce qui est aussi là un non-sens, quoi, parce que ça signifie que quelque part il y a des personnes qui manquent de foin pour alimenter leurs vaches, et alors qu'ici on a ce qu'il faut, mais par contre on n'a pas les vaches, quoi. En tout cas, il y a beaucoup de producteurs qui ont abandonné cette exploitation faute de peut-être de revenus suffisants, quoi, pour justifier leur travail, quoi. Bon, alors je vais essayer de lancer aussi, j'ai découvert, alors vous me direz peut-être que pour vous qui êtes sensible à la transition, ce que je vais dire est une banalité, mais bon, je l'avoue, on n'est pas au courant de tout. J'ai découvert ce qu'est le kombucha. Alors je crois que je pense que le terme est exact, kombucha, ou on dit aussi SCOBY. Alors le kombucha ou le SCOBY, c'est un champignon. Et c'est un champignon qui permet de faire une boisson fermentée, une boisson qui, alors pour l'instant, je vous avoue, je n'ai pas eu encore l'occasion de la goûter, donc ce sera une découverte. J'ai commandé un de ces champignons pour justement me lancer dans cette affaire, et à partir du résultat, je vais m'empresser de le faire partager autour de moi. Et puis peut-être, pourquoi pas, d'organiser un atelier autour de ça, quoi. Alors il se trouve qu'en fait, l'intérêt de cette boisson, c'est que bon, ça donne du goût à une boisson plate, mais surtout ça permet d'avoir surtout c'est une boisson qui est bénéfique pour la santé, quoi, en fait, voilà. Au-delà de l'aspect gustatif, c'est aussi surtout bénéfique pour la santé. Donc voilà, on va travailler comme on a travaillé sur la spiruline. Je vais essayer de m'efforcer de travailler là-dessus. Surtout qu'en fait, c'est aussi quelque chose de pérenne, parce que le champignon en question peut se diviser. Donc, une fois qu'on en a acquis un, on peut le diviser et donner un champignon à quelqu'un qui veut bien se lancer dans la même affaire et qui lui-même va pouvoir diviser, etc. Et puis surtout, ce champignon, il a pratiquement une durée de vie. Il est garanti à vie, quoi. C'est-à-dire que sur Internet, c'est essentiellement des producteurs étrangers pour l'instant, puisque apparemment c'est moins connu en France que ça ne l'est à l'étranger. Et puis donc cette production de champignons-là est garantie à vie, hein. C'est-à-dire que quand vous en achetez un, a priori c'est plus la peine
d'en acheter d'autres, quoi. Le seul truc, c'est qu'il faut des bocaux en verre, puisqu'en fait, et là, pour le coup, dans notre armoire à bocaux, les verres que nous pouvons récolter ne sont pas, enfin, sont des petits bocaux. Alors, je suis toujours à la surveillance pour voir si éventuellement il n'y aurait pas des grands bocaux, mais enfin, pour l'instant, ce ne sont que des petits bocaux qui sont. Mais les petits bocaux ont leur intérêt aussi. Hein. J'en ai récupéré quelques-uns justement hier, des tout petits, parce que ces petits bocaux peuvent permettre de mettre des graines, par exemple. Hein. C'est quand même préférable de mettre des graines dans les petits bocaux plutôt que dans des alors peut-être faut les mettre aussi dans un sachet, dans un papier, hein, mais le papier dans le bocal. Comme ça évite que des rongeurs puissent manger vos graines, ce qui m'est arrivé. Hein. C'est pour ça que je vous le dis, c'est mieux les petits bocaux. Voilà. Alors, autre petite chose, toujours dans l'objectif de la transition, bon, je suis toujours dans cette optique de transition commune, enfin transition à l'échelle communale, parce que les solutions individuelles n'iront pas sans les solutions collectives, mais pour autant je m'efforce d'essayer de travailler sur les solutions individuelles. J'ai encore beaucoup à faire, et le prochain gros travail que je vais faire va consister à faire je vais l'introduire dans le cadre d'un atelier aussi, je vais le proposer aux uns aux autres d'y participer s'ils le souhaitent. L'idée, c'est d'organiser un bassin que je vais placer à côté de mon potager. Et l'idée, c'est que je puisse récupérer, à partir des grandes toitures que j'ai, hein, je dispose d'une surface de toiture relativement importante, donc je vais pouvoir récupérer l'eau de pluie, et je vais canaliser cette eau de pluie pour qu'elle aille sur ce bassin de récupération des eaux, mais je ne vais pas faire un bassin, parce que j'ai un puits par ailleurs, donc je pourrais mettre la canalisation pour que ça aille dans le puits, mais j'ai peur que l'eau parte, je voudrais la conserver, et surtout je voudrais la conserver en hauteur. Donc je vais faire la canalisation des eaux de pluie pour qu'elle arrive dans un bassin qui serait situé, on va dire, à 1,50 m de haut. Enfin, en tout cas, il serait au niveau du sol, mais le niveau de l'eau serait à 1,50 m. Donc ça permettrait comme ça, et juste à côté de mon potager, ça permettrait d'avoir une réserve d'eau qui me servira à alimenter et à arroser mon potager sans effort, quoi, alors il n'y aura pas la pression qu'il y a avec l'eau de la ville, hein, bien entendu, mais au moins ça permettra d'avoir une réserve d'eau pour alimenter. Alors je vais m'organiser pour que cette eau puisse être couverte, hein, peut-être par une bâche, ou en tout cas, parce qu'en fait l'eau, pour pas qu'elle se dégrade, il faut qu'elle soit à l'abri de l'air et de la lumière, si possible. Hein. Donc je vais m'organiser comme ça, mais par contre, l'idée de faire un bassin comme ça hors sol, je pourrais, si d'ailleurs j'avais l'occasion de récupérer une piscine, je pourrais le faire comme ça, avec une piscine, vous savez, une vieille piscine. Bon, mais ce serait peut-être pas très joli, donc j'aurai l'occasion de faire un atelier, de faire une présentation de la façon dont j'ai prévu d'organiser ça. Voilà. Alors, maintenant, on va parler de deux petites choses, deux petits conseils que je vous propose de suivre, même si, encore une fois, hein, les conseils... les conseillers ne sont pas les payeurs, donc vous n'êtes pas obligé de les suivre. Mais en tout cas, peut-être d'y réfléchir et puis d'avoir votre propre démarche ou votre propre réflexion. Mais je pense que la transition, elle va passer par disons, par le fait de minimiser nos déplacements. On sera obligé, de gré ou de force, on va être obligé de minimiser nos déplacements. Et à l'occasion de cette réunion là sur la commune, où il y a un projet actuellement d'aménagement du centre-bourg, et tout le projet est axé autour de la musique, en espérant l'arrivée de touristes. Bon, c'est vrai que le tourisme a de l'importance tant qu'il est là, tant qu'il existe, tant que c'est possible de pouvoir les accueillir et de pouvoir les attirer. C'est intéressant, ça fait marcher entre guillemets le commerce. Mais le problème, c'est qu'en fait, malheureusement, ce tourisme, le jour où on arrive à un effondrement économique global, le tourisme il va s'arrêter. Hein. Si le prix de l'essence, du pétrole explose, on ne pourra pas assurer des voyages lointains. Donc, je pense qu'une façon de se préparer, eh bien, c'est de penser que finalement, les voyages, on peut s'en passer. On peut s'en passer, et moi, ça fait maintenant des années que finalement, je suis
dans ma maison. Alors j'ai la chance effectivement d'avoir une maison agréable, hein, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Quand on vit dans un appartement, c'est pas évident. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, étant dans un petit village, une petite maison agréable et dans un environnement agréable, je ne ressens aucun besoin d'aller courir le monde, aller aux Baléares, aux Seychelles ou je sais pas quoi. Même si j'en avais les moyens, c'est pas ce que je ferais. D'ailleurs, c'est aussi une façon de minimiser ses besoins, quoi. C'est que effectivement, personnellement, j'ai un revenu qui est relativement modeste. Il est inférieur au revenu moyen des Français. Hein, le revenu moyen est de 2000. Là, c'est encore moins que ça. Le revenu médian, c'est 1500 €. Donc, il est inférieur à ce revenu médian. Et pourtant, je ne ressens pas de besoin d'en avoir plus. Ça me suffit. Et tout va bien comme ça. Et ça me suffit parce que, justement, je n'ai pas de besoin important, ou en tout cas, voilà, les seuls besoins que je puisse avoir, ce sont des objectifs d'investissement, entre guillemets, en matière de développement durable. Comme là, je viens d'acheter effectivement ce champignon, je vous redis le nom, kombucha. Kombucha, bon, mais c'est pas grand chose, je me souviens plus combien j'ai payé, mais je crois que j'ai payé 8 € le champignon, donc voilà, ça reste quand même un investissement modeste. Et puis après, bon, même les micro-éléments, la base de micro-éléments efficaces, c'est pareil, c'était un tout petit investissement, ça reste dans les possibilités financières, quoi. Et puis ensuite, il y a une autre chose sur laquelle il faut travailler, réfléchir, c'est sur la mobilisation de nos jeunes, non pas tant sur le fait de faire des économies, de faire attention à fermer les lumières, etc. Bien sûr, ça fait partie des évidences, même si c'est pas toujours évident. Hein. Là, il faut se battre pour qu'ils pensent à couper l'ordinateur, même si les adultes ne sont pas forcément toujours eux aussi exemplaires. Mais le fait est qu'il y a une chose sur laquelle je pense qu'il faut que nous travaillions, c'est de demander à nos enfants, quand ils sont jeunes, qui sont encore en situation de choix dans leurs études, et c'est de réfléchir, de les sensibiliser sur l'aspect, on va dire, délicat, difficile de la situation à venir, et que dans une situation où l'effondrement de notre société, pourquoi pas même, peut-être pourquoi pas de notre civilisation, sera un fait. Et aujourd'hui, j'ai l'intime conviction, c'est pas une comment dirais-je, une pensée par hypothèse, non, c'est l'intime conviction que nous allons vers un effondrement. Alors cet effondrement, là où les avis peuvent diverger, c'est le délai, hein. Est-ce que c'est dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans? Ça, j'espère le plus tard possible, bien sûr. Mais en tout cas, c'est sûr, on va le connaître. Donc, pourquoi pas réfléchir dès aujourd'hui sur la possibilité d'orienter nos enfants, quand c'est possible, vers des métiers qui soient pérennes, vers des métiers qui puissent leur donner une connaissance, une formation qui soit utile dans le cadre d'une situation dégradée, quoi. Bon, alors je ne vais pas énumérer parce que je risque de me planter, mais en tout cas, il est certain qu'aujourd'hui, ceux qui font des formations dans le cadre des jardins, les agrobiologistes, etc., enfin tous ces métiers-là peuvent être intéressants. Bien sûr, les médecins, on aura toujours besoin de médecins, d'infirmiers, on aura toujours besoin de mécaniciens, surtout et peut-être de plus en plus. Voilà, ce seront surtout des métiers manuels, et je pense que orienter nos jeunes vers des métiers, on va dire, intellectuels, avocats, etc., enfin des métiers comme ça, ces métiers-là, à mon avis, ils vont sauter. Donc voilà, il faut réfléchir à ça, essayer d'orienter nos enfants vers des métiers qui puissent être utiles pour l'avenir. Alors, je vais conclure avec une petite citation. Alors pareil, il faut chercher un petit moment, hein. C'est difficile pour moi de trouver une citation de quelqu'un de plus brillant, hein, c'est sûr.
mais j'en ai trouvé un qui me plaît beaucoup, c'est Coluche. Et Coluche disait, ce n'est pas parce qu'ils sont plus nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Je vous laisse réfléchir là-dessus, et je conclus pour vous dire que, comme à chaque fois, pour moi, rien n'est impossible. Avec vous, tout est possible. À bientôt!